Bien, bonjour tout le monde. C'est une grande joie bien sûr de vous retrouver pour cette nouvelle séance du SIEJ et nous avons l'occasion d'accueillir notre collègue Eva Gillard qui fait une thèse en droit judiciaire, on peut dire ça comme ça. Droit judiciaire, droit des obligations. Entre le droit judiciaire et le droit des obligations alors, et entre Louvain et Namur. Voilà, on se réjouit de l'entendre dans le cadre de la nouvelle partie ou la relance de notre cycle consacré à la vérité que nous avons intitulé pour une pragmatique de la véridiction. Et donc voilà, le SIEJ n'est pas très formel, Eva, donc on va te passer la parole sans plus tarder pour environ 40-45 minutes, ça te convient, de façon à avoir encore le temps de discuter ensuite. Parfait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant toute chose, je tiens à remercier les professeurs Diane Bernard et Jeanne-Marie Roux pour leur invitation et leur accueil chaleureux. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et ce qui me permet aussi de découvrir avec bonheur pour la première fois l'université de Saint-Louis. Comme mentionné, je suis assistante en droit judiciaire à l'UC Louvain et en droit des obligations à l'université de Namur, mais hormis cette touche d'interdisciplinarité juridique, j'ai la tare d'être 100% juriste, puisque sous réserve de quelques heures de philosophie ou de sociologie dans ma formation, je suis formée et intéressée principalement dans mes recherches au droit positif. Cette approche interdisciplinaire me fait donc un petit peu sortir de ma zone de confort, mais je trouve ça très intéressant et très excitant. Donc ce second volet du séminaire a, je vous le rappelle, pour objectif non plus de se poser la question de peut-on connaître la vérité, mais de savoir que signifie dire la vérité en droit, selon quelles conditions et quelles modalités, avec une perspective plus pragmatique. Je retrouve donc là l'évocation de mes règles de droit, me voilà un petit peu rassurée, mais je vais évidemment tenter de prendre un maximum de hauteur. Vous êtes parvenus lors des précédents séminaires au constat qu'il existe en droit différentes manières d'établir la vérité, que l'établissement des faits n'est pas dissociable d'une interprétation et qu'in fine, les régimes de production de la vérité peuvent varier. Et s'il y a bien un domaine où des différences de régime de production de la vérité peuvent être marquées, qu'elles soient culturelles comme en droit de la common law ou en civil law, ou entre matières comme en droit de la preuve ou en matière civile, eh bien s'il y a un domaine où ces différences sont les plus prégnantes, c'est bien en droit de la preuve. Xavier Lagarde, qui a d'ailleurs beaucoup écrit sur la question, dit que si les questions de vérité sont scientifiques, les questions de preuve, quant à elles, sont culturelles. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement au droit de la preuve en matière civile, qui permet de rechercher la substance de la vérité et de tenter d'établir un récit officiel au moyen du prononcé d'un jugement par un magistrat. L'enjeu de la preuve, il est crucial, l'issue d'un litige peut en dépendre, et la justice peut être vue en ce sens parfois plus comme une affaire de preuve que de vérité. Prouver son droit, en réalité, c'est prouver le fait ou les faits auxquels la loi attache ce droit, et la preuve vise donc à établir, ou en tout cas convaincre, le magistrat de la réalité du fondement d'un fait en lien avec une prétention, à défaut de quoi, eh bien, si on n'y parvient pas, le juge ne pourra pas faire droit à la prétention. Et en ce que le droit de la preuve réglemente la manière dont la démonstration d'un fait juridique, d'un fait matériel ou d'un acte juridique peut être apportée, répartit la charge de la preuve, définit les modes de preuve et réglemente leur utilisation, et opère le cas échéant une hiérarchie entre ces modes de preuve, il me semble qu'il se situe au cœur de la question de savoir quelles sont les modalités de la véridiction juridique. Il s'agit là d'un véritable régime de véridiction à part entière. Alors, les nombreuses pistes de réflexion proposées par Diane Bernard et Jeanne-Marie Roux lors de la séance introductive basée sur les questions du quand, du où, du par qui et du comment m'ont rappelé les questions très classiques utilisées en fait pour présenter les règles du droit de la preuve et vont servir de fil conducteur à ma présentation. Donc avant même de s'attarder sur la question de savoir comment prouver, encore faut-il savoir que faut-il prouver et jusqu'à quel point. Et outre le caractère essentiel de ces deux questions, ces deux points vont certainement, ou en tout cas je vous l'espère, susciter des souvenirs de vos séminaires passés, puisqu'ils permettent notamment de comprendre pourquoi la vérité judiciaire s'éloigne de la vérité scientifique,
en raison de sa relativité et de son standard, de son degré de vérité qui peut être moindre, puisque nous le verrons qu'il est des cas où la vérité judiciaire se rapproche plus du probable que du certain. Ces deux questions nous donnent donc des indications sur les contraintes, sur le cadre dans lequel doit s'établir la vérité judiciaire, et ainsi sur les caractéristiques et les limites de cette vérité. Une fois ces questions abordées, nous nous intéresserons ensuite au rituel probatoire en tant que tel. Comment prouver, qui doit le faire et quand doit-il le faire? La première question, comment prouver, me permettra de vous présenter les deux régimes traditionnels de véridiction qui s'opposent en droit, donc la preuve dite légale ou réglementée et qui se distingue du système de la preuve dite libre. Ça sera l'occasion pour moi de vous indiquer dans quel système se trouve le droit de la preuve en matière civile et de vous présenter ou de vous rappeler les notions clés d'admissibilité, de force probante et de valeur probante qui sont souvent confondues. Et dans le cadre de cette question, ça me permettra de vous livrer diverses réflexions en lien avec la théorie du langage de John Austin. Je me suis prêtée au jeu, évidemment, avec des pincettes, et j'attends de recueillir avec joie vos avis sur ce point. Ces réflexions porteront sur 4 points. Premièrement, une potentielle contradiction entre la prédominance de l'écrit en droit, même si elle a tendance à se relativiser, et l'importance du langage oral dans la théorie de John Austin. Ensuite, nous verrons que parmi les modes de preuve, 3 d'entre eux m'évoquent tout particulièrement le langage, à savoir l'aveu, le témoignage et le serment. Et je vais d'abord aborder l'aveu, ses conditions de félicité, parce qu'il me semble que c'est la parfaite illustration d'un acte illocutoire en justice. En reconnaissant un fait par aveu, il ne s'agit pas d'une simple constatation, mais bien d'une création de vérité judiciaire. L'aveu fait en principe foi contre son auteur, et plus encore, il lie également le juge. Nous poursuivrons ensuite avec une réflexion qui me semblait intéressante et qui touche à la fois à la question de l'aveu et de l'objet de la preuve, la question de la place du silence d'une partie au sein du procès civil. Le juge doit-il ou peut-il tenir pour constant ou établi un fait qui n'est pas contesté? Et quatrièmement, nous poursuivrons avec quelques réflexions sur la place des témoignages et sur le caractère potentiellement perlocutionnaire de ceux-ci. Et enfin, notre petit périple s'achèvera avec les questions du qui et du quand. Qui doit prouver, quand doit-il le faire? Et nous verrons que la frontière entre la procédure inquisitoire et procédure accusatoire tend à s'estomper, laissant place sous l'influence du droit au procès équitable à un principe de coopération entre le juge et toutes les parties. Première question donc à résoudre. Que faut-il prouver? Quel est l'objet de la preuve? Le prescrit légal de l'article 8.3 du Code civil est clair. Les faits ou les actes juridiques qui doivent être prouvés sont ceux qui sont allégués et contestés. Le demandeur qui invoque un fait ne doit donc prouver que s'il est contesté. Une simple dénégation suffit. Il n'y a pas besoin de rapporter la preuve contraire de ce fait allégué. Une chose devient donc vraie en réalité lorsqu'elle résiste aux réfutations, à la contestation. Ce qui explique pourquoi la contradiction est un instrument capital de l'émergence de la vérité judiciaire. Les preuves produites sont débattues, critiquées, combattues, et si elles résistent, alors on côtoie la vérité. Ce contradictoire permet en somme de légitimer la vérité probatoire, et ainsi certains auteurs apparentent ceci à une véritable vérité dialogue ou dialectique. A contrario, les faits non contestés ou reconnus ne doivent pas être prouvés, et quant à la question de savoir si le juge est tenu de considérer ces faits pour établis et pour vrais, on y reviendra tout à l'heure dans le cadre de l'aveu. Retenez donc pour l'instant que seuls les faits allégués et contestés doivent être prouvés, mais qu'il existe certaines exceptions à ce principe, les faits notoires et les règles d'expérience commune. Alors les faits notoires, ce sont des faits que toute personne normalement informée doit savoir, par exemple des faits historiques, la date du 11 septembre 2021, l'année de la fin de la Première Guerre mondiale, où on retrouve également dans la jurisprudence
est notoire le fait que la pluie diminue le pouvoir d'adhérence, ou est notoire le fait qu'on voit moins bien la nuit. Et les règles d'expérience commune, quant à elles, sont des faits que toute personne peut expérimenter dans la vie courante. L'eau gèle à 0 degré ou l'eau bout à 100 degrés. Pour ces faits-là, point besoin de preuve donc, elle est réputée déjà acquise, et cette économie de la preuve repose à mon avis sur une très forte véracité. On évite un détour inutile par une vérité qui fait consensus. Le droit non plus ne doit pas être prouvé, même s'il s'agit du droit étranger. Iura novit curia, la Cour connaît, la Cour sait le droit, et sous réserve de ces exceptions, les parties ont donc l'obligation de prouver les faits qu'elles allèguent et qui sont contestés. Le juge ne peut se prononcer qu'au vu de la situation de fait qui lui est soumise, n'étant pas autorisé, ou en tout cas du moins directement, à introduire des faits nouveaux dans le débat. Il ne peut pas sortir du cadre qui a été tracé par les parties en application du principe dispositif. Certes, de nouveaux faits peuvent être découverts, par exemple à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée d'office, mais a priori, ces mesures d'instruction ne peuvent pas viser des éléments qui sont en dehors des prétentions délimitées par les parties. C'est ici d'ailleurs que se joue une des limites de la vérité judiciaire. Le juge ne peut pas s'affranchir de la limite de la saisine des parties et peut avoir une situation fragmentaire de la situation de fait visée par les parties. La vérité judiciaire est donc établie en fonction de ce que les parties ont soumis au juge, et ça en constitue une de ses limites. Passons maintenant à la deuxième question. À quel point faut-il prouver ? Prouver en matière civile serait plus une question de certitude, qui est une vérité purement subjective, qu'une question de vérité objective. Comme le résume Depage, une démonstration absolue n'est pas nécessaire. Prouver, c'est établir une vraisemblance suffisante qui emporte la conviction du juge, et lorsque ce résultat est atteint, le juge donne à l'autre partie à s'expliquer pour éventuellement créer à son tour une vraisemblance contraire. L'article 8.5 n'exige pas une certitude à 100% ou une certitude scientifique, mais un degré raisonnable de certitude. Ça doit conduire à une conviction qui exclut tout doute raisonnable. Et ça m'amène à vous présenter un tempérament que j'estime intéressant au regard de la construction de la vérité judiciaire, parce qu'il est des cas où la preuve est difficile à rapporter et l'exigence de ce degré raisonnable de certitude est amoindrie, et où la vérité judiciaire se rapproche plus du probable que du certain. Cet aménagement il concerne deux types de faits. Premièrement, les faits négatifs qui constituent en une abstention un événement qui ne s'est pas produit. On appelle d'ailleurs ces faits la probatio diabolica, la preuve du diable, puisqu'à l'évidence, il est difficile, voire impossible, de prouver quelque chose qui n'a laissé aucune trace, faute d'avoir existé. Par exemple, comment une victime d'un acte médical pourrait-elle prouver qu'elle n'a pas été informée des risques par son médecin et qu'elle n'a dès lors pas donné son consentement libre et éclairé à une intervention. Deuxièmement, ce tempérament il vise aussi les faits positifs qui ne peuvent matériellement pas être prouvés d'une manière certaine ou dont la preuve certaine est tellement difficile qu'on ne peut raisonnablement l'exiger d'une partie. Par exemple, prouver la réalité d'un vol alors qu'il n'existe aucune trace d'effraction. Pour ces deux types de faits, celui à qui il revient de les prouver peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait. L'exposé des motifs du livre 8 du Code civil qui réforme le droit de la preuve parle d'un pourcentage même, d'un pourcentage de 75%, et le décrit comme étant, c'est-à-dire qu'il existe des éléments sérieux dans le dossier qui accréditent des allégations, et que les alternatives, bien qu'elles ne soient pas complètement impossibles, n'apparaissent pas pour autant vraisemblables. Ça nous permet donc de supposer qu'en règle, il y a un degré raisonnable de certitude qui est supérieur à 75%, que la vraisemblance se trouve à 75%, et qu'en deçà, il ne pourrait être question d'emporter la conviction du juge. Et cette échelle de vérité ne va pas de soi et est culturelle, puisque les règles sont différentes en common law. Le système est celui de la
prépondérance de la preuve, qui est aussi appelée balance des probabilités, et là le pourcentage n'est pas de 75% ou plus, mais de 51%. Une partie doit simplement convaincre que le juge, que le fait qu'elle allègue est plus probable qu'improbable, ou simplement qu'il y a une plus grande vraisemblance de la thèse du demandeur que celle du défendeur, en clair que les preuves du demandeur sont plus convaincantes. Et la preuve par vraisemblance, je pense, est également une particularité en matière civile qui ne s'y retrouve pas en matière pénale, où il est toujours requis une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Et cette différence d'approche me semble justifiée par l'objet de ces deux matières, de ces deux procès, puisque le procès pénal touche à l'intérêt général et à l'ordre public dans ses enjeux, tandis que la justice civile touche quant à elle aux droits subjectifs des parties et peut donc consentir à une réduction de ce degré de preuve. Revenons en Belgique et en matière civile uniquement. Que se passe-t-il si une incertitude subsiste? Malgré la production d'une preuve, dans ce cas-là, le juge ne peut refuser de trancher au risque de faire un déni de justice. Il doit dire ce qui va être considéré comme la vérité judiciaire, et dans le cas où une incertitude subsiste, elle doit être retenue au détriment de celui qui avait la charge de la preuve et sur lequel pèse le risque de preuve. Roger Perrot a d'ailleurs une formule en disant qu'il s'agit dans ce cas-là d'une sorte de vérité par défaut, c'est-à-dire que le défaut de preuve emporte la conviction par l'effet de la répartition du fardeau de la preuve. C'est celui qui supporte le risque de la preuve qui succombe au procès en cas de doute persistant. Après avoir vu ce qu'il fallait prouver et à quel point, ce qui nous a rappelé certaines indications des caractéristiques de la vérité judiciaire, passons maintenant aux questions qui entourent le rituel probatoire, c'est-à-dire comment prouver, qui doit le faire et quand doit-il le faire. Deux régimes traditionnels de véridiction s'opposent en droit, le système dit de la preuve légale ou réglementée, qui se distingue du système de la preuve libre. Dans le régime véridictoire où la preuve est libre, comme en droit pénal, les faits peuvent être établis par n'importe quel procédé apte à emporter la conviction du juge, qui apprécie librement la valeur probante de l'élément de preuve. Par contre, à l'inverse, dans un système véridictoire où la preuve est réglementée, comme en matière civile, la loi détermine les modes de preuve, précise la force probante et établit une certaine hiérarchie entre eux. Chaque système possède ses avantages. Le système de la preuve libre permet une souplesse plus importante, tandis que le système de la preuve légale offre plus de sécurité juridique en encadrant le pouvoir d'appréciation du juge et permet en quelque sorte de préserver la paix sociale et d'éviter des potentiels débats interminables grâce à ce cadre. Comme je viens de vous le dire, dans un régime véridictoire où la preuve est réglementée, la loi détermine les modes de preuve et leur admissibilité. Alors qu'est-ce que l'admissibilité ? Je vous donne la définition du livre 8, c'est la conformité de la preuve avec les règles du droit de la preuve qui précise à quelles conditions un mode de preuve peut constituer la preuve d'un fait contesté. On touche là donc à une grande question centrale de savoir quelles sont les modalités de la véridiction juridique. Longtemps, en matière civile, le système établi était celui de la preuve réglementée, et désormais, l'affirmation se doit d'être relativisée, puisque le chapitre du livre 8 du Code civil, consacré à l'admissibilité des modes de preuve, débute désormais par l'affirmation que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout mode de preuve. Et puis seulement après cet énoncé de principe suit l'exception de l'article 8.9 qui consacre la preuve réglementée et qui nous dit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3 500 € doit être prouvé par les parties par un écrit signé. Alors des auteurs se sont interrogés voir s'il fallait s'il fallait y voir un changement de paradigme avec une percée de la preuve libre en matière civile. Mais Florent Georges et Émilie Van Stetchelman constatent à raison qu'en réalité,
Selon qu'il soit appréhendé comme un principe ou comme une exception, le système de la preuve réglementée souffre de très nombreuses exceptions, et qu'elles seront en tout état de cause perçues selon l'approche soit comme des exceptions au principe, soit comme des exceptions à l'exception, et qu'en tant que tel, ça ne change rien. Et donc, simplement, qu'il s'agisse d'un principe ou de l'exception, la preuve libre est la règle pour les faits matériels et les faits juridiques. Par contre, pour les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3 500 €, alors là, il y a une exception qui est prévue et il faut un écrit signé. Comme je vous l'ai dit, il y a en réalité de très nombreuses exceptions à l'exception, puisque cette exigence d'écrit signé pour un acte juridique d'une valeur égale ou supérieure à 3 500 € existe. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, elle se trouve aux articles 8.10 à 8.14. Ces dernières, elles peuvent être prouvées donc par tout mode de preuve, un écrit n'est pas requis. On a par exemple les actes juridiques unilatéraux, la preuve par et contre les entreprises, en cas d'impossibilité morale de se procurer un acte ou s'il est d'usage de ne pas établir l'acte, la preuve libre d'un acte juridique par et contre les tiers, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et depuis quelques minutes, je vous parle de mode de preuve. Qu'en cas de système où la preuve est libre, la preuve peut être apportée par tout mode de preuve. Mais quels sont ces différents modes de preuve? Le livre 8 du Code civil, il en énonce plusieurs. La preuve par écrit signé, c'est-à-dire les actes authentiques ou les actes sous signature privée. Les autres écrits tels que les copies. La preuve par témoin. La preuve par présomption de fait, l'aveu et le serment. Et par pur souci d'exhaustivité, je vous indique que le Code judiciaire institue 2 procédures qui permettent la réception de 2 autres modes de preuve qui ne sont pas repris dans le Code civil, le rapport de l'expert judiciaire et également le procès verbal dressé par le greffier lors d'une descente sur les lieux. Et chacun de ces modes de preuve possède son régime juridique propre, avec ses modalités propres, et il existe également une hiérarchie en fait, entre ces différents modes de preuve. Et il convient, pour établir cette hiérarchie, de distinguer des notions qui sont souvent confondues, la force probante d'une part et la valeur probante d'autre part. Alors la force probante, c'est la mesure dans laquelle un mode de preuve fait preuve selon la loi et dans laquelle le juge et les parties sont liés par ce mode de preuve. Il s'agit de la définition légale du livre 8. Si 2 éléments sont admissibles comme mode de preuve, c'est celui à laquelle la loi attache une force probante qui va être pris en compte. Ainsi, par exemple, un écrit signé prime sur un témoignage. La valeur probante, quant à elle, est la mesure dans laquelle un élément de preuve convainc le juge. Comment faut-il articuler ces 2 notions? Eh bien, selon Dominique Mougenot, en réalité, elles sont inversement liées. Je m'explique, lorsqu'un mode de preuve à force probante, par exemple la preuve littérale, l'aveu ou le serment, le juge va perdre son pouvoir d'appréciation et est donc tenu par la preuve offerte. La question de la valeur probante ne se pose donc pas, car le juge ne peut pas discuter du caractère convaincant du moyen de preuve. Il doit l'accepter comme tel, sauf évidemment preuve contraire apportée par les voies autorisées. Lorsque par contre qu'un mode de preuve n'a pas de force probante, comme c'est le cas par exemple pour les témoignages, les présomptions, les copies, le juge va récupérer son pouvoir d'appréciation et peut évaluer la valeur probante du mode de preuve. Et c'est ce qui se passe par exemple à l'égard des témoignages. Le juge peut vérifier si ce que dit le témoin lui paraît crédible et cohérent et son pouvoir d'appréciation n'est pas contenu, avec évidemment la seule réserve qu'il ne peut pas violer la foi due au procès verbal contenant le témoignage. Toutes ces règles, admissibilité des modes de preuve, le régime juridique propre, avec le cas échéant la détermination de la force probante, sont, selon moi, les modalités de la juridiction en matière civile. Que puis-je utiliser comme mode de preuve et avec quels effets potentiels? Et la finalité, évidemment, je vous le rappelle, est de permettre d'établir la véracité d'un fait, c'est-à-dire, en matière civile, d'emporter la conviction du juge avec un degré raisonnable de certitude, l'objet de la preuve.
En préparant mon intervention et après avoir visionné le séminaire où vous présentiez l'axe de recherche avec la théorie du langage de John Austin, j'ai tenté de voir quelles discussions ces différents modes de preuve pouvaient susciter. Évidemment, c'est une ébauche de réflexion avec mon maigre bagage en la matière et mes œillères de juriste. Je la soumets donc entièrement à votre critique et surtout j'aimerais entendre vos avis sur ce point. Premier point, c'est l'importance du formalisme et de la prédominance de l'écrit en droit de la preuve. Parce qu'il me semble que si l'objet véritable est l'analyse de la véridiction juridique, l'analyse d'Austin pourrait présenter une limite en ce qu'elle se concentre sur des actes locutoires, des sons, et me semble a priori, et je le dis avec des pincettes, établir une primauté de l'acte oral ou faire privilégier l'oral sur l'acte écrit, ou en tout cas rattacher à chaque fois l'écrit à un oral, alors que dans le système de la preuve réglementée en matière civile, l'écrit a une place importante et une prédominance importante. C'est un formalisme qui est ad probationem, et on a voulu justement le conserver dans le cadre de la réforme du livre 8, et ce qui explique pourquoi une importance est accordée à l'écrit. Je vous donne la raison sous-jacente d'un tel maintien. Le rapport de la commission de la réforme du droit de la preuve indique que ces règles de preuve avec l'écrit visent non pas à protéger la partie faible, mais à sécuriser la transaction juridique en obligeant les parties à se ménager une preuve efficace qui sera admise par le juge en cas de litige. L'efficacité de la preuve écrite résulte de sa stabilité dans le temps. De plus, la preuve écrite permet d'établir le consentement des parties contractantes puisqu'elle comporte leur signature. Dès lors, le maintien de la preuve légale se justifie d'autant plus que cette finalité est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc voilà pour une première piste de discussion ou d'ouverture. Ensuite, parmi les modes de preuve, 3 d'entre eux semblent évoquer tout particulièrement le langage, à savoir l'aveu, les témoignages et le serment. Je ne vais pas m'attarder sur le serment parce qu'il est considéré en droit privé comme étant totalement désuet, très rarement utilisé. Je vais juste me contenter de vous rappeler qu'il s'agit d'une affirmation solennelle par une partie devant le juge d'un fait qui lui est favorable et, comme le dit la doctrine, il ne présente qu'une garantie relative en raison du niveau de mortalité plutôt décevant des hommes en général et qu'il n'est dans la hiérarchie des preuves qu'un véritable pis-aller. Voilà pour le serment. Ce constat, par contre, est tout l'inverse de l'aveu, qu'on appelle même la reine des preuves, avec laquelle nous allons poursuivre la discussion durant les prochaines minutes. L'aveu est effectivement un mode de preuve, une manière d'établir la vérité, mais il est aussi dans la littérature reconnu comme un acte de langage producteur des faits. L'aveu fait l'objet d'une définition, et je vous la cite car les mots comptent. Il s'agit d'une reconnaissance par une personne ou son représentant juridique d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'aveu donc fut longtemps présenté comme la reine des preuves et l'idée derrière relève presque du bon sens, c'est-à-dire rien n'est censé mieux prouver un fait que la parole elle-même de celui à qui ce fait nuit. On suppose que le fait avoué est conforme à la vérité. Et petite précision terminologique, le mot « fait » doit être entendu comme étant ici l'opposition de celui de la règle de droit. On vise tant les faits matériels que les faits juridiques et que les actes juridiques. Si l'on revient à la théorie d'Austin, l'aveu me semble être la parfaite illustration d'un acte illocutoire en justice. En reconnaissant ce fait par aveu, il ne s'agit plus d'une simple constatation, mais bien d'une création de vérité judiciaire. L'aveu fait, en principe, foi contre son auteur. Plus encore, il lie également le juge. Il s'agit donc d'un acte véritablement performatif. Selon Michel Foucault d'ailleurs, il s'agit là d'un véritable contrat de vérité qui permet à celui qui juge de savoir, d'un savoir indubitable et que tout citoyen peut reconnaître en son âme et conscience. En avouant, l'individu se lie également à sa propre vérité. L'aveu n'est pas une simple constatation à propos de soi-même, c'est une sorte d'engagement selon Foucault. Quelles sont alors les conditions de félicité, les conditions de validité d'un aveu? L'aveu doit toujours émaner de la partie elle-même, sinon il s'agirait d'un témoignage.
et est une déclaration qui favorise la partie adverse. C'est un acte unilatéral qui ne dépend pas de la volonté de son auteur. Et j'attire votre attention qu'il n'existe aucun moyen légal de contraindre une personne à faire aveu, c'est un acte unilatéral. L'aveu émane donc de la partie elle-même, ce que Michel Foucault rapproche à une forme de véridiction sur soi-même. Et au reste, quelles sont les autres modalités ? Eh bien, pour bénéficier de sa force probante, qui est très importante, l'aveu doit être admissible et répondre aux diverses conditions traditionnelles, capacité, consentement, et aux conditions de preuve qui lui sont propres. On va les passer en revue rapidement ensemble. L'article 8.30 nous informe que l'aveu, qu'il soit intentionnel ou non, peut être judiciaire ou extrajudiciaire, exprès ou tacite. La question de savoir si l'aveu devait être intentionnel a longtemps été controversée, mais désormais l'article 8.30 est clair, c'est qu'il soit intentionnel ou non. Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'un aveu soit valable, que ce dernier revête un caractère intentionnel, et la Cour de cassation l'a confirmé à plusieurs reprises. L'aveu doit être fait par la partie à laquelle il est opposé, mais ne doit pas être destiné à l'origine à servir de preuve pour la partie adverse. L'intention n'est donc pas requise pour que cet acte soit performatif. Au reste, je vous l'ai dit, l'aveu il doit répondre aux conditions de validité classiques des actes juridiques, c'est-à-dire émaner d'une personne capable et être exempt de tout vice de consentement. Et ce n'est pas un acte solennel, il n'y a aucune autre condition et il peut être oral, par exemple à l'audience, ou écrit, par exemple, dans des conclusions. Il peut être également exprès ou tacite, et au titre d'aveu tacite, il existe que la doctrine qualifiée d'aveu en action, et qui a été maintenant reconnue, c'est un aveu qui résulte du comportement d'une des parties, tel que l'exécution d'un contrat. Évidemment, quoi de plus révélateur de l'existence d'un contrat que de l'exécution par une partie de celui-ci. L'aveu peut en outre être judiciaire ou extrajudiciaire. Judiciaire, ça signifie qu'il est fait devant le juge, peu importe que ça soit dans un acte de procédure ou à l'audience, et qu'il est fait au cours de l'audience relative à la prétention à laquelle il se rapporte. L'aveu extrajudiciaire se définit à contrario, pas devant le juge et pas en cours d'instance. L'aveu extrajudiciaire pourrait tout à fait être recueilli par exemple par un expert judiciaire, par l'autorité de police, par un notaire, etc. Point intéressant sur ces deux types d'aveux, il y a eu un débat sur est-ce qu'il faut accorder une force probante différente aux aveux en raison de leur contexte. Par exemple, est-ce qu'il faut diminuer la mesure dans laquelle l'aveu extrajudiciaire fait preuve face à l'aveu judiciaire ? Le nouveau Code civil a tranché la question. Il a totalement unifié la force probante de l'aveu judiciaire et de l'aveu extrajudiciaire. L'aveu extrajudiciaire a la même force probante et on perçoit donc que la force accordée est identique. Finalement, que l'aveu s'inscrive dans l'institution judiciaire ou non, il ne s'agit pas d'une condition particulière de sa félicité, ça n'a pas d'impact. Il y a différentes potentielles causes d'échec de l'aveu. Je vais passer plus rapidement dessus. Première cause d'échec, il se peut que l'aveu ne soit pas admissible dans certaines hypothèses. L'admissibilité de l'aveu est très étendue en principe. Il est admissible en toute matière, même dans le cadre du régime de la preuve réglementée que dans celui de la preuve libre. Un aveu peut donc être même invoqué pour prouver contre ou outre un écrit authentique ou sous seing privé, ou pour prouver un acte juridique portant sur une somme de valeur égale ou supérieure à 3 500 €. Donc on voit qu'il a une force probante très particulière. Valérie de Wulf identifie néanmoins les 3 limites classiques apportées à son admissibilité. L'aveu ne peut pas heurter l'ordre public et ne peut dès lors porter que sur les droits dont la personne qui avoue peut librement disposer. Par exemple, ce n'est pas admis dans les matières d'accident du travail. L'aveu ne peut être employé pour pallier l'absence d'écrit lorsque celui-ci est exigé, non comme mode de preuve, mais comme une formalité substantielle de validité et d'efficacité. Par exemple, l'aveu ne peut pas servir à prouver une donation directe.
Et l'aveu n'est pas admis pour prouver, dans un acte authentique, la fausseté des mentions, protégée par l'authenticité. Seule la procédure d'une inscription de faux peut être mobilisée à cette fin. Deuxième cause d'échec, c'est qu'il faut encore en réalité parvenir à prouver l'aveu. C'est une de ses particularités. Il s'agit d'un acte juridique qui en prouve un autre, mais qui doit, comme tout acte juridique, être lui-même prouvé. Je ne vais pas m'étendre trop longuement sur ces subtilités, mais retenons simplement que l'aveu judiciaire, l'aveu extrajudiciaire écrit et l'aveu en action peuvent être prouvés par tout mode de preuve. Par contre, l'aveu extrajudiciaire purement verbal ne peut être prouvé, quant à lui, par tout mode de preuve que si ces moyens de preuve sont admis par la loi. En clair, c'est-à-dire que l'aveu extrajudiciaire verbal ne peut pas être invoqué dans des matières soumises à l'exigence d'une preuve écrite. Troisième cause d'échec, les causes de révocation. En principe, l'aveu est irrévocable, mais il y a certaines exceptions qui permettent de tenir en échec l'aveu, l'erreur de fait, mais aussi les autres causes de nullité, par exemple un aveu obtenu par dol ou violence. Par contre, l'erreur de droit, c'est-à-dire sur les conséquences juridiques, ne peuvent pas entraîner la révocation de l'aveu. Quatrième cause d'échec, l'absence de sincérité. Alors, avant l'adoption du livre 8, la sincérité de l'aveu judiciaire était irréfragable, c'est-à-dire qu'on considérait, en définitive, que le contexte dans lequel cet aveu était réalisé suffisait à garantir sa sincérité, sans que le juge ne doive procéder à des vérifications à cet égard. Nouveauté ajoutée suite à la réforme du droit de la preuve, l'aveu judiciaire et extrajudiciaire sont tous les deux soumis à un contrôle de sincérité de la part du juge. Alors, selon Dominique Mougenot, ce contrôle ne pourra pas porter sur la véracité de l'objet même de la déclaration qui s'impose au juge, mais sur les circonstances dans lesquelles l'aveu est fait, qui pourraient, par exemple, amener le juge à douter de la sincérité de la personne qui avoue. Désormais, donc, toutes les formes d'aveu sont visées par ce contrôle de sincérité, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, et on perçoit ici, tout comme pour la question de la force probante, une moindre prise en compte du contexte dans lequel est réalisé l'aveu. Réflexion suivante, qui est toujours dans la ligne de l'aveu, et qui touche à la fois cette question d'aveu et l'objet de la preuve, c'est la place du silence d'une partie au sein du procès civil. Le silence est-il une vérité ? Rappelez-vous, je vous ai dit d'entrée de jeu que ne devait être prouvé que les faits allégués et contestés, puis alors lorsqu'un fait est allégué et non contesté. Le juge doit-il ou peut-il tenir pour constant ou établi un fait qui n'est pas contesté ? La question s'est posée de savoir si le silence était une forme d'aveu, et non, l'aveu doit être distingué de l'absence de contestation. On ne peut pas déduire automatiquement du silence un aveu. Et notre cour de cassation exclut explicitement cette théorie. Le silence sur un fait par une partie ne peut pas constituer un aveu, sauf, attention par contre, s'il est entouré de certaines circonstances qui lui confèrent cette valeur, alors là on sera face à un aveu circonstancié, ou si la loi l'autorise. Que doit donc faire le juge ? Eh bien, c'est discuter en doctrine. Selon une partie de la doctrine, si le fait allégué n'est pas contesté, le juge doit retenir ce fait allégué, il doit le faire, c'est irrévocable, en quelque sorte, il y aurait aveu sans le dire. À l'opposé de cette thèse, certains affirment la thèse du peu. Il ne s'agit que d'une simple faculté, le juge pourrait alors trouver des formes de contestation implicite, car des faits ne sont pas compatibles avec cette allégation ou qu'on a contesté un fait proche. La Cour de cassation a tranché, et c'est la seconde thèse, la thèse du peu, qui l'emporte, ou qui semble en tout cas l'emporter. Le juge peut construire la preuve d'un fait en présumant sa réalité de la circonstance qu'il est non contesté. En définitive, confronté à un fait non contesté explicitement, le juge peut, mais ne doit pas, tenir ce fait constant. Il peut s'en emparer comme il ne peut pas s'en emparer. Après avoir vu l'aveu, après avoir vu l'incidence du silence d'une partie sur un fait allégué, quelques mots maintenant sur la place des témoignages.
Au terme de l'article 8.1, 8e du Code civil, le témoignage est une déclaration faite par un tiers dans les conditions des articles 915 et suivants et 961/1 et suivants du Code judiciaire. On perçoit par cette définition d'entrée de jeu l'importance des formalités qui entourent la réception des témoignages, puisqu'elles sont l'essence de la définition qui y renvoie explicitement. Les témoignages peuvent être tant oraux qu'écrits. Les témoignages oraux prennent la forme d'audition de témoins dans le cadre d'une enquête civile. Dans ce cas-là, il est nécessaire aux témoins de prêter serment dans les termes suivants: je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et les témoignages écrits, quant à eux, consistent en des attestations écrites et sont entourés de formalités, mais qui ne sont pas prescrites à peine de nullité. La preuve par témoignage n'est pas admissible en toute hypothèse, elle n'est admise que lorsque la preuve peut être recueillie par tout mode de preuve, donc en cas de preuve libre. Contrairement à l'aveu, les témoignages ne disposent pas de force probante particulière. Il y a donc en réalité une certaine forme de méfiance pour la preuve par témoignage. Sans mettre en doute la bonne foi des témoins, les juges envisagent avec prudence ces témoignages, étant donné l'importante part de subjectivité qui peut altérer le témoignage, et vous connaissez peut-être l'adage « qui mieux abreuve, mieux preuve ». L'octroi d'une force probante au témoignage aurait donc cadenassé le juge de manière trop importante, et il aurait été lié, et ça lui aurait empêché de forger sa propre conviction. À défaut de force probante qui due le juge, nous en revenons donc à cette notion et au concept de valeur probante, c'est-à-dire la mesure dans laquelle un élément de preuve convainc le juge, et le juge va devoir se poser la question, tiens, que vaut ce témoignage ? Il existe un débat dans la doctrine sur la question de savoir s'il convient d'accorder la même valeur probante aux témoignages oraux et aux attestations écrites. La loi ne prévoit pas explicitement une différence de traitement entre ces deux témoignages, mais en réalité, dans les faits, la valeur probante d'une audition réalisée par le juge est souvent supérieure à celle d'une attestation écrite. Peut-être ici l'incidence du contexte, la prestation de serment permettent d'accorder une valeur probante supérieure. Et c'est d'ailleurs implicitement confirmé par le Code judiciaire qui prévoit que le juge peut toujours procéder quand même à l'audition de l'auteur d'une attestation écrite par la suite. Si je me réessaye encore à commenter par rapport à la théorie d'Austin, nous sommes en présence d'un acte illocutoire, d'un acte performatif, qui, s'il est valablement réalisé, aura néanmoins un effet moindre que l'aveu, car les témoignages n'ont pas de force probante et ne lient pas le juge. Ce n'est donc que si le juge est convaincu, que si le témoignage dispose d'une valeur probante suffisante, que le témoignage sera véritablement performatif. Et après avoir écrit cela, j'ai lu à ce sujet une réflexion qui me semblait s'inscrire dans la lignée de ce constat. Donc elle provient d'un texte de Nathanael Wadbled qui est intitulé « Justice et justesse du témoignage, la reconnaissance institutionnelle de la vérité et la possibilité d'un acte de langage extra-institutionnel ». Et je vous communique l'extrait. Donc dans le cas d'un acte de langage, l'énoncé ne produit pas lui-même son effet de manière automatique. Le récepteur est responsable de son exécution à partir de ce qu'il comprend. Si c'est un acte de langage illocutoire du point de vue de l'analyse pragmatique du témoignage, la prise en compte des conditions de sa réception implique de le redéfinir. Si le récepteur d'un témoignage effectue lui-même l'acte qui produit l'effet de l'énoncé, c'est plutôt ce que John Austin nomme un perlocutionnaire. L'acte de production du récepteur est l'objectif perlocutoire de l'illocution. Et donc Wadbled indique ainsi que dans le cas d'un témoignage, l'effet n'est pas automatique. Il suppose une prise en charge par le récepteur, qui est ici le juge, et le témoignage en tant que discours adressé à une institution dotée du pouvoir de trancher ne va produire son effet que s'il engendre chez ce récepteur une conviction suffisante. Dans cette mesure, l'effet du témoignage, donc produire une conviction, faire pencher une décision, relève donc plus du perlocutoire que du seul illocutoire. L'acte du langage du témoin vise à produire un effet dans l'esprit du juge, et c'est cet effet, cette perlocutoire, qui confère, in fine, une portée juridique au témoignage.
Je suis évidemment totalement ici hors de mon petit monde du droit positif et c'est encore une fois une réflexion que je soumets à vos avis éclairés. Passons enfin aux dernières questions, celles du quand et du qui. Ces deux questions sont en réalité étroitement liées et c'est pourquoi je les ai rassemblées. On l'a vu, le procès civil il repose sur le principe dispositif, selon lequel ce sont les parties qui sont maîtres du litige et qui apportent les éléments nécessaires à la solution. Ce modèle de base est qualifié de procédure accusatoire, dans lequel le juge joue normalement un rôle passif limité à veiller au bon déroulement des débats. Ainsi, l'article 870 du Code judiciaire consacre ce principe. Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. De même, l'article 8.4 alinéa 1 et 2 précise que c'est celui qui veut faire valoir une prétention en justice qui doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent, et celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Cet article semble découper le procès en deux temps, avec d'abord le demandeur qui prouve les faits sur lesquels il fonde sa demande, et puis ensuite, si cette preuve est rapportée, le défendeur qui prouve les faits justifiant qu'il ne soit pas tenu par l'obligation que le demandeur veut faire peser sur lui. En pratique, au cours du procès, ce n'est pas autant cadenassé et chacune des parties fait valoir ses arguments utilement. Il est plus habile d'empêcher une conviction de se former que de renverser une conviction qui a déjà pris corps. Et cela est d'autant plus renforcé que le caractère accusatoire de notre modèle procédural tend en réalité à s'estomper. L'entrée en vigueur du livre 8 et les évolutions jurisprudentielles doctrinales récentes en droit de la preuve démontrent plus que jamais l'importance respective des rôles du juge et des parties dans l'administration de la preuve. Il y a un activisme de la part du juge, comme l'illustre parfaitement la mesure de production forcée de documents, et il existe un devoir de collaboration des parties qui est également dorénavant légalement consacré au sein du livre 8, sous peine de sanction. Donc finalement, la recherche et la manifestation de la vérité judiciaire sont une quête partagée par tous les acteurs de la procédure, en ce compris du juge. Il paraît de plus en plus actif. Il peut décider d'ordonner d'office des mesures d'instruction qui s'imposent pour établir les éléments de fait de l'affaire, par exemple entendre des témoins ou désigner un expert. Il peut également demander la production de documents même détenus par des tiers, il peut ordonner la comparution personnelle des parties ou prévoir une descente sur les lieux. Et donc la frontière entre la procédure inquisitoire et la procédure accusatoire tend à s'effacer, laissant place, sous l'influence du procès équitable, à une procédure qui est plutôt contradictoire et centrée sur la coopération active entre le juge et les parties. Voilà quelques mots sur les réflexions, la question du qui et du quand, et qui clôture donc mon intervention, et je suis ravie d'entendre vos opinions et de discuter avec vous sur les questions émises. Merci.